Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, puisque le thème, c'est prendre la parole dans l'espace public, et que si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute aussi envie de prendre la parole, donc de nous prendre le micro aussi. Je vous propose peut-être de vous rapprocher. On n'est pas non plus 400 000, donc on est une bonne vingtaine, donc on a une demi-heure pour échanger. Donc le temps que tout le monde bouge, on va se présenter en partant par la droite. Nourdine Barra, j'arrive de Montpellier. J'organise à Montpellier des rencontres qui s'appellent Cours dehors pour l'association Motifs d'évasion. Éric Lenoir, je suis paysagiste, je mets un peu le boxon partout et l'idée c'est de permettre à tout le monde de prendre la parole dans l'espace public, que ce soit verbalement ou par l'intermédiaire des jardins. Voilà. Et je m'appelle Luc, je suis géographe et je suis aussi un peu activiste et je mène depuis des années des actions, mise en place de dispositifs dans l'espace public pour notamment pouvoir y prendre la parole. Voilà, on n'a pas le temps de faire un tour de table complet ou un tour de bottes de paille complet. Mais il y a quelques têtes connues dans l'Assemblée. Il y a des spécialistes de la parole, puisqu'on a des hommes politiques, des femmes politiques peut-être, mais en tout cas j'ai repéré un homme politique. Et s'il y a un métier, enfin il y a un outil qu'utilise beaucoup l'homme ou la femme politique, c'est la parole, donc la prise de parole et la notion d'espace public. Je pense à Monsieur Bousbach qui est là et qui aura sans doute envie d'intervenir. Peut-être juste pour démarrer les échanges, puisqu'il y a des mots, il y a des gros mots dans ce qu'on dit, en tout cas dans l'intitulé qui nous a été proposé. Et il y a notamment la notion d'espace public. Moi, je vois deux définitions de l'espace public. Je ne reviens pas sur la notion de parole, parce que au début était le verbe, paraît-il. Donc, la notion de parole, elle est importante pour les animaux politiques que nous sommes. Mais la notion d'espace public, elle est tout autant. Moi, j'en vois deux des approches de l'espace public. Il y a l'espace public que je connais en tant que géographe et urbaniste, c'est-à-dire l'espace public qui est à notre disposition, qui est fabriqué, parfois délaissé, mais qui est produit en tout cas par la fabrique architecturale et urbaine, qui est pilotée par des urbanistes, des architectes et dirigée, me semble-t-il, par des politiques. Donc ça fabrique des rues, des places, voilà, un bout de la ville. Avant c'était un entre-deux, maintenant il y a un enjeu très fort sur cette fabrique d'espace public, sur son appropriation, pour des questions de nature, pour des questions d'environnement, pour des questions sportives, pour des questions éducatives. Il y a le colloque qui a démarré sur l'école au dehors et c'était évoqué comme ça. Donc première notion, c'est la notion d'un point de vue urbanistique. La deuxième, c'est l'espace public du politique, et qui celui-là n'est pas toujours, qui est pas toujours spatialisé. C'est au sens d'un scientifique qui s'appelle Habermas. Donc c'est l'espace du politique qui en partie aujourd'hui a migré sur les réseaux, mais qui n'est pas toujours spatialisé. Ce qui est intéressant, c'est que et je terminerai là-dessus pour l'introduction, mais c'est que dans l'imaginaire qu'on a sur la cité idéale et sur ce que pourrait être la cité aujourd'hui, le débat, la prise de parole, l'échange et la question de l'espace public, on a l'impression qu'il y a dans la mythologie un moment très fort qui a été celui de la cité grecque où l'espace physique et l'espace politique ont fusionné. Et on a en tête, quand on réfléchit à la ville et quand on enseigne la ville, toujours cette idée de la cité grecque idéale. Mais c'était évidemment pas un idéal, puisque les métèques ne participaient pas à la politique, et les femmes non plus. Donc il y avait très peu de monde sur cette place publique d'Athènes où on faisait la politique, et il y avait ceux qui avaient le temps en fait d'être présents. Voilà. Et puis le dernier point, le dernier élément, c'est la prise. La question de la prise de la parole. Donc ça voudrait dire qu'en partie, cette parole nous a été confisquée. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a une prise de la ville par les enfants. Donc cette idée de prendre la parole, elle est importante. Ça veut dire qu'il y a une forme d'activisme aussi. On y va, mais ça veut dire aussi que cette parole, pendant longtemps, elle a été confisquée, ou que ça nous a arrangé qu'elle soit confisquée.
au sens où peut-être que quand aujourd'hui, dans les injonctions, il y a l'injonction de bouger, ou de moins bouger, il y a l'injonction de participer, et puis il y a notre capacité à le faire par rapport à une démocratie qui est représentative. J'ai l'habitude de dire, on a tous envie de co-construire, de participer, et souvent le mardi ou le mercredi, on a piscine. Donc il y a aussi cette difficulté qu'on a peut-être à prendre la parole, à s'autoriser à la prendre. Voilà le petit paysage comme ça des premières, des premières propositions, ou en tout cas définitions, j'espère pas trop complexes. Et ici maintenant, de là où je parle, c'est-à-dire en tant que citoyen et plutôt géographe urbaniste. Voilà. Alors comme il y a idée de prise de parole, elle vous est possible aussi. Et puis si elle n'était pas possible, vous la prenez, vous faites irruption, vous pouvez vous asseoir sur la botte de paille, ici sur la table si elle est stable. Et l'idée c'est qu'il y ait un échange. On peut-être si tout de suite il n'y a pas de main qui se lève ou de volonté de la prendre, peut-être en réaction, contradiction. Éric Lenoir, c'est l'auteur d'un manifeste intéressant où il laisse les plantes prendre la parole, me semble-t-il. C'est le jardin punk, cette idée du jardin punk. Donc c'est pour ça que je l'ai invité autour de cette table pour échanger avec nous. Ouais, Éric, oui. tu souhaites réagir pour dire que je dis n'importe quoi, hein. Non, t'es un vrai punk, de toute façon, t'es le punk de la géographie. L'idée, en fait, de prendre la parole, ouais, c'est quand même important, le terme prendre dedans. Ça veut dire qu'on on ne nous l'octroie pas forcément, on la prend. Et prendre la parole dans l'espace public, c'est effectivement reprendre une partie de nos droits. Reprendre une partie des droits qui passe aussi aujourd'hui par le retour des droits du reste du vivant, qui est quelque chose à quoi j'imagine qu'une partie d'entre vous, au moins, est très sensible. Là, on voit ici, c'est intéressant ce qui s'est passé ces dernières années. On a eu une reprise de pouvoir de la biodiversité dans ce parc qui n'existait pas il y a 20 ans. On a une reprise de pouvoir des citoyens sur l'espace avec le collectif Classe dehors qui dit tiens, on va vous filer des nappes pour aller faire pique-nique dans les herbes. Ah mais les herbes sont hautes, c'est pas grave, ça change pas. Enfin, on modifie aussi nos conceptions, nos besoins, nos envies au fur et à mesure. Et c'est aussi pour ça que la prise est si importante. C'est parce que tous nos besoins sociétaux, nos besoins civilisationnels sont mouvants. Et si aujourd'hui on ne prend pas conscience de ça, on est un peu emmerdé. Je vais dire des gros mots, c'est peut-être pas le cadre, la classe dehors, tant pis. L'autre sujet, c'est que c'est pas toujours facile de prendre la parole sans nuire à d'autres. C'est pas facile de prendre le pouvoir sans nuire à d'autres. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la difficulté. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de tous se retrouver dans des endroits comme ça. C'est quelles sont les modalités les plus efficaces pour que ça se passe bien. Et d'un autre côté, c'est pas l'anarque que je suis qui va vous dire c'est important de normaliser l'ensemble. C'est important de savoir où on va, c'est important de savoir quels sont les besoins des autres. Et puis de temps en temps, il faut savoir, à mon avis, totalement transgresser les normes qu'on a établies et puis passer à autre chose. Si on va discuter sur certaines tables rondes, j'en sais rien, de la façon dont pouvoir emmener les mômes dans les espaces naturels ou dans les jardins sans leur faire prendre de risques, ou en répondant parfaitement aux demandes à la fois des parents, les fameuses 12 questions auxquelles le réseau Canopé essaye de répondre avec d'autres, ou toutes celles auxquelles le FAPPEDA répond en permanence. Le FAPPEDA, enfin la fabrique des fabriques pédagogiques des communs, qui est organisatrice de l'événement, instaure, ça n'empêche pas qu'il est aussi important parfois de voir un gamin grimper dans un arbre et lui dire bah vas-y, reste-y, à mon avis. Ça aussi, c'est de la reprise de quelque part une part de l'expression. Je vais juste aller un peu loin, peut-être un peu transgresser là aussi l'idée même de cette table ronde. Mais ça, Rectangulaire. qui est rectangulaire, c'est pas mal pour une table ronde. Et en plus, elle fait repose-pied. La prise de risque, en fait. La prise de parole, c'est une prise de risque. La prise de pouvoir sur l'espace public, c'est une prise de risque. À la fois pour le public, à la fois pour la collectivité. Et je reprends l'exemple du gamin qui grimpe dans un arbre. Est-ce qu'on accepte qu'il prenne ce risque? Est-ce que ça fait partie de la constitution de la vie et de l'apprentissage que d'aller prendre certains risques desquels nous nous sommes affranchis? Parce que quand Luc dit qu'on a donné et délégué le pouvoir à d'autres, on l'a donné pas forcément de force, effectivement. On l'a aussi donné parce que ça nous rassurait. Ça crée un cadre qui était plutôt rassurant. Et moi, je fais partie, un peu comme lui, je crois, de ceux qui pensent qu'un cadre, c'est très important parce que sinon, on n'a rien à transgresser.
Alors du côté de Montpellier, comment on réagit? Alors, plus précisément, c'est un horizon duquel je viens. Peut-être dire que mon action jaillit du côté des quartiers populaires. Ça n'induit pas les mêmes risques, tout à fait, en réalité. Animer des débats sur l'espace public dans les quartiers populaires, ça peut aussi avoir mauvais genre. Et aussitôt susciter vis-à-vis des politiques la suspicion. Il faut savoir que les quartiers populaires, et puis pas que des politiques, mais aussi dans le quartier. Voilà, j'habite un quartier qui est particulièrement travaillé par, beaucoup moins là depuis un moment, mais par une forme de clientélisme assez forcené. Ce qui fait que faire jaillir une parole depuis cet endroit-là peut conduire un peu tout le monde à penser que l'objectif est de se placer avant des élections, se présenter, se révéler en leader d'opinion. Bon, c'est quelque chose d'assez classique qu'il ne faut pas confondre avec une prise de parole autrement plus désintéressée. Il me semble que depuis 15 ans, c'est ce qui impulse mon initiative. Tout à l'heure, tu disais qu'au début était le verbe. Je crois que c'est Céline, l'auteur, qui rétorque à ça que non, au début était l'émotion. Et c'est vrai que de mon côté, ces choses-là se sont devinées, c'est-à-dire ce chemin qui conduit à l'espace public de manière très intuitive, peut-être porté par un sentiment au début, qui était sûrement un ressentiment en fait. Il y avait une prise de parole dans les quartiers que tu appelles populaires. Ils ont eu différents noms dans les euphémismes comme ça. Aujourd'hui, on a tendance à redire quartier populaire. Il y a eu des prises de parole qui étaient des prises de parole en actes, parce que on parle de parole et on pense au verbe, mais aujourd'hui, que ce soit dans les guérillas jardinières, que ce soit il y a des prises de possession aussi de l'espace public, de fabrique de l'espace public, mais il y a eu aussi des prises de possession, des prises de parole violentes. Les analyses qu'on a fait des violences urbaines dans les périphéries, c'était une prise de parole à un moment donné. En tout cas, ça a parfois été analysé comme tel. Oui, et quelquefois, et souvent, le plus souvent, ces choses-là sont tombées à l'eau. D'ailleurs, c'est sur cette chose-là que les agoras, parce qu'avant les cours dehors, c'était des agoras sur l'espace public. On déroulait un micro, on occupait une place, et autour d'un thème ou d'un autre, on prenait la parole. Et je me souviens comment précisément est née cette idée. Je me souviens de ces réunions publiques qu'on connaît tous dans les quartiers populaires et puis partout ailleurs. On investit une salle des fêtes et puis des habitants viennent et je ne reconnaissais pas ces copains qui prenaient la parole et qui, devant un élu, devant une assemblée et puis un public parfois venu dans le quartier mais du centre-ville, perdaient un petit peu leur verbe, une facilité qu'ils avaient au café. Et j'étais, moi, terriblement meurtri par ça, de voir des copains prendre la parole comme on la vole et se voir prendre le micro comme on vous arrache la parole. Et je ne comprenais pas je cherchais où se perdait le talent de mes amis du café à cet endroit où ils avaient l'air davantage que de venir abonder dans le sens d'une réflexion, celle de la cité. Ils avaient l'air de venir en parasite et moi j'assistais à ça et ça me terrifiait. Donc du coup, j'ai organisé ces rencontres-là dans un endroit à l'intérieur duquel ils étaient à l'aise, un café au centre du quartier, au carrefour vraiment, on est au croisement de tous les chemins et là, tout d'un coup, les copains, sans avoir peur qu'un vigile vienne prendre le micro ou un animateur pour interrompre la prise de parole, avaient enfin l'occasion d'aller très loin dans leurs propos, aller au bout d'une idée. Et on a fait ça assez souvent pour passer d'une espèce de somme comme ça chez chacun de doléances à tout d'un coup, parce que personne dans sa prise de parole est en danger, on s'est mis même à dire d'autres choses qui n'étaient pas des réponses, qui n'étaient pas le fruit du choc émotionnel, de décisions politiques sur nos vies. Et ces choses-là, après un moment, étaient dépassées et on se mettait à raconter d'autres choses et les quartiers populaires et mes copains se mettaient à faire valoir
toutes ces idées, ces pensées, ces émotions qui sont le propre singulière de gens qui vivent dans un quartier populaire. Et enfin, un talent apparaissait. Et c'est ce dont je suis le plus fier dans mon quartier, dans ma ville, parce qu'une fois que cette chose-là a fini par opérer dans le quartier, on est allé amener ça dans le centre-ville, et toujours dans les places les plus passantes. Et on entendait au micro des habitants des quartiers populaires autrement que... et abonder de manière... Et puis faire valoir surtout. Et puis, c'est drôle parce qu'en 15 ans, c'est devenu toujours plus précieux pour le centre-ville. Parce qu'aujourd'hui... Ceux qui viennent s'exprimer, qui viennent des quartiers populaires dans le centre-ville, sont en train d'indiquer à beaucoup qui se désespèrent dans les centres un guide de survie en temps de crise qu'on connaît depuis toujours, un guide de survie de son amour-propre, un guide de survie de venir raconter comment malgré tout on se maintient en joie, comment on ne tombe pas dans le désespoir. Et c'est quelque chose qui à l'oreille de cet habitant du centre-ville qui passe et qui écoute, je sens qu'il écoute autrement que... et puis parce qu'on y est allé au bon moment, on s'y est pas présenté en motif de dépaysement ou en réponse à toutes ces questions d'inspiration politique, médiatique. Ils ont tout de suite été efficients et ont livré ce que les quartiers populaires ont de mieux à donner au reste de la ville. Quelle fréquence pour tes rencontres ? C'est de plus en plus régulier. C'était au départ une fois tous les 2 mois, puis là, en 20 jours, on a organisé quasiment 4-5 rencontres, tout aussi différentes les unes que les autres, et qui conduisent vraiment, je pourrais vous dire quelles sont ces rencontres, à mesurer la richesse des... Mais ça ne pouvait pas être autrement. La justice, rendre justice à ses amis, ce n'était pas du tout de les conduire à faire sur la place publique amende honorable. Ce n'était pas de les conduire à faire la preuve de leur innocuité. C'est tellement dépassé, ça. Ils sont là à... On a vécu des choses terribles, par exemple, dans mon quartier, il n'y a pas longtemps. Ça a défrayé la chronique. L'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui a été renversé en marge du match Maroc-France. On en a beaucoup parlé dans la presse nationale. Une éditorialiste dans le Figaro racontait que c'était là la preuve d'un ensauvagement du territoire. Et on a vécu dans ce quartier, parce qu'on l'a organisé, quelque chose qui se ferait nulle part ailleurs. On a fait une agora sur le thème d'abord du deuil, puis une autre pour réparer ce que ça avait troublé comme relation entre communauté gitane et arabe de ce quartier, et où on va à ce point porter sur la place publique la tentative d'une résolution qui veut tendre vers une harmonie. Oui, moi ce que j'entends là, c'est du courage, il faut y aller. Il faut aller, être au devant de soi dans la rencontre, fabriquer une situation. Donc c'est quasiment une démarche à la Guy Debord, un peu situationniste. On va fabriquer la possibilité d'une rencontre. Là, je vois le dispositif, parce que je trouve que peut-être qu'on peut mettre ce genre de mots qui ont l'air un peu techno, mais là, on est dans un dispositif qui normalement doit favoriser l'échange. Donc il faut qu'on fasse circuler le micro. Mais je pense qu'on est on a une possibilité d'échange plus facile, me semble-t-il, que si on était dans une logique d'amphi. Donc peut-être formation, mise en place d'un dispositif. Est-ce que dans l'Assemblée, vous avez aussi des exemples de prise de parole ? Où et comment vous, monsieur, vous souhaitiez prendre la parole. Comment vous prenez la parole en signalant une chose par rapport à cette idée de classe populaire, de gens qui n'ont pas la parole. J'étais dans une réunion d'élus à Los Angeles où les élus, à un moment donné, ont dit « mais nous aussi, on voudrait s'exprimer ». On n'est plus du tout associé au débat avec la population. Donc c'est une espèce de retournement assez intéressant. Monsieur. Et... Ça marche. Voilà, ça a l'air de marcher là. Ça fonctionne. Ça fonctionne, très bien. J'étais professeur et une excellente méthode que j'avais trouvée pour faire taire les bavards dans la classe, parce que le problème c'est ça. Vous parlez de nous là ? Les bavards dans ma classe, ils parlaient sans arrêt, ils ne s'occupent pas de ce que je raconte du haut de l'estrade. Et donc voilà. Comment je faisais taire les bavards en leur donnant la parole ?
Et c'est une méthode très efficace. Parce qu'il y en a un qui est en train de bavarder avec son voisin. Je lui dis, mais alors, vous avez la parole, tu as le droit de parler. Ah non, monsieur, c'est pas du tout intéressant, etc. Et je voulais revenir sur l'affaire de la peur de parler et de la prise de risque. Quand on a élevé des enfants, à l'âge de 2-3 ans, les enfants parlent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, une logorée chez l'enfant. Et puis, progressivement, au fur et à mesure des années qu'on l'a mis à l'école, ça se tait, ça ne me parle plus. Parce que parler en classe, c'est courir le risque d'être jugé doublement par le professeur et ses réflexions parfois ironiques ou méprisantes par rapport à la bêtise que je viens de dire, et de se faire moquer par les camarades et traiter de bouffon parce qu'effectivement, on essaye de répondre à la question du prof. Et cette peur de parler dans les milieux populaires, notamment dans les assemblées, j'ai tenu des permanences de renseignement juridique à la Cité des Bosquets à Montfermeil pendant 22 ans. Et la peur de parler de sa propre situation, effectivement, il faut créer des dispositifs où, enfin, on a le droit, ce que Roger Gentil s'appelait jadis le droit à la connerie, qui serait le premier des droits humains à reconnaître à tout le monde, c'est-à-dire la capacité de parler, de dire ce qu'on a envie de dire sans se sentir jugé par... parce que vous évoquiez l'agora, hein, les Grecs, ça représentait effectivement les hommes exclusivement et 10% de la population, même pas. Et donc, effectivement, parce que la parole horizontale vient contredire, subvertir la parole verticale de la révélation divine des maîtres de la place qui énoncent la vérité. Et je crois que notre école aujourd'hui, beaucoup trop, continue à reproduire ce schéma de la parole verticale qui interdit le bavardage, justement. Et moi, j'ai eu le grand plaisir dans ma carrière à enseigner la philosophie, c'est-à-dire à instituer le bavardage comme premier droit dans mes classes. Et, je peux rebondir juste sur un truc avant de refiler la parole. Juste au niveau des quartiers populaires, il y a aussi un autre levier qui est le risque de trahison. On ne parle pas à l'ennemi. On ne parle pas à l'ennemi, on ne s'adresse pas à l'ennemi. On est de notre quartier, on est avec nos codes, et discuter avec l'autre est aussi une grande difficulté, c'est de s'extraire de la vision de l'autre comme uniquement un ennemi et d'en faire un interlocuteur potentiel. Je pense que tu ne vas pas dire l'inverse. Ah mais oui, tout à fait, c'était un écueil d'ailleurs. Et d'ailleurs, il s'agissait de ça. Hein, et pour tout vous dire, c'est conduit cette chose-là à Montpellier depuis 15 ans. Et une des difficultés était de ne pas faire venir de politique lors des rencontres, mais qui ne voit pas dans ce qui se passe quelque chose organisé dans un esprit de défiance. C'est très particulier. C'est touchy en réalité. Hein. Et ces rencontres-là, qui se veulent connecter directement des habitants entre eux, se veulent un petit peu travailler à une meilleure observation de ce qui est l'extérieur du quartier. À savoir, c'est pas tout un monde hostile et qu'il faut bien distinguer des politiques, des décideurs et des gens qui, comme nous, sont dans leur carcan, dans leurs difficultés. D'où l'importance de reproduire ces rencontres le plus souvent possible, que ce soit régulier et au centre de la cité. Il s'agit vraiment, dans cet exercice-là, sans que ça soit un sujet, hein, ce n'est pas le sujet, mais il faut multiplier et il faut les conduire à se fréquenter de manière à ce que, de manière pas annoncée, se distinguent tout d'un coup des nuances. Et que la parole soit suffisamment et équitablement partagée pour que des habitants des quartiers populaires et du centre partagent vis-à-vis d'une même question et d'un même point de vue, à un moment, d'une même analyse des choses, des ressentis. Et aussitôt vole en éclats l'idée en bloc qu'on se fait d'un extérieur du quartier. Alors, on me signale que la prise de parole est très masculine, ce que j'ai constaté également, merci. Maintenant, voilà, donc comment d'autres que ces hommes qui sont là sur la scène ou parmi vous, est-ce qu'il y a des envies de témoigner d'une prise de parole ou d'une difficulté de prise de parole voilà, dans la diversité? Oui. Luc, tu n'étais pas là hier soir, mais hier, il y avait pratiquement que des femmes qui se sont exprimées sur scène. Non, mais c'est amusant comme le contexte fait changer les choses. J'essaye d'écouter là, et je sais qu'il y a une demande là. Attendez, je vais... En termes pédagogiques, c'est surtout les femmes qui se sont exprimées, et ça montre aussi un autre écueil. Bonjour.
Bonjour, oui, donc oui, quand il faut une parole féminine. Moi, Merveille. enfin, vos propos, donc Isabelle, je viens des Bouches-du-Rhône, la Ligue de l'enseignement, et vos prises de parole me font penser à un dispositif que nous avons mis en place depuis. Enfin, c'était une expérience au départ, les tables de quartier. C'est un dispositif qui vient du Canada et où effectivement on se retrouve alors en pied de tour, en pied d'immeuble avec les habitants et c'est tout un dispositif où nous mettons à disposition des animateurs pour accompagner justement cette parole. Et on voit au bout de 3 ans, donc la ville de Marseille aussi est rentrée dans le jeu. On a 12 tables de quartier réparties sur la ville de Marseille et ce sont des espaces de parole où au départ il a fallu accompagner cette parole pour au départ la laisser libre, mais ensuite l'accompagner pour en faire une demande collective sur des besoins sur le quartier et donc accompagner ça. Et ça me fait sens aussi quand ça fait écho quand vous parliez aussi de trahison, parce qu'on a eu beaucoup ça à gérer. Vous voyez, la parole qui sort de ce, arriver à en faire une demande collective déjà, avoir une parole collective, et puis ensuite avoir la confiance. Voilà, cette demande, comment est-ce qu'on va pas être trahi? Et mais c'est vrai qu'il a fallu jouer aussi avec les institutions en disant nous, animateurs de ces tables, on n'a rien à vous dire, c'est le référent ou c'est la personne qui a été nommée par le groupe qui doit faire état de cette parole, toute cette gestion. Voilà, ça fait 3 ans, ça fonctionne plutôt bien. On a cet accompagnement-là, mais il a fallu vraiment tenir bon avec les institutions sur l'esprit libre et la liberté de parole qui était nécessaire pour chacun. Voilà, donc c'est pour ces témoignages-là, et de dire que voilà, maintenant aussi la caisse d'allocation familiale vient aussi sur le dispositif, et c'est plutôt quelque chose, une expérience très enrichissante pour nous, pour aussi l'axe citoyenneté que l'on développe au sein des quartiers. Voilà, c'était un témoignage. Merci. Donc il y a le dispositif, il y a la matérialité, il y a la table, enfin en tout cas, et il y a le symbole et la question importante, me semble-t-il, de la confiance et du contrat de confiance qui est passé. Pour en faire quoi, comment les choses se mettent en place, ça me semble des éléments qu'on peut peut-être mettre dans notre escarcelle. Il y avait une promesse de passer le micro. Donc je ne sais pas si on m'entend. Si. Oui, on vous entend. Voilà, donc moi je suis enseignant, professeur des écoles, et puis on va dire impliqué dans le militantisme, on va dire. Et mon interrogation porte sur comment faire émerger les avis non exprimés dans une assemblée, alors que j'estime que chacun a forcément un avis sur le thème discuté dans une assemblée. La plupart des personnes ne s'expriment pas. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui faisait que cette parole ne s'exprimait pas? Alors effectivement, il y a un problème d'estime de soi, de confiance en soi. Il faut accepter de prendre des risques, de prendre la parole devant les gens. Et puis je pense aussi que les obstacles sont d'ordre, comment dire, j'ai appelé ça rhétorique, c'est-à-dire il faut quand même savoir manier la langue, savoir construire une argumentation. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis, savoir le faire à l'écrit, c'est bien, mais aussi l'exprimer à l'oral de façon spontanée, on va dire, c'est pas évident. Ensuite, moi, je me suis posé la question sur... je vais rejoindre votre idée, c'est que si on ose prendre la parole dans une assemblée, c'est qu'on a non seulement confiance en soi, mais aussi confiance en l'assemblée, et qu'on partage des préoccupations communes, et que petit à petit, peut-être, on apprend à se connaître en se réunissant régulièrement et en partageant des préoccupations, on va dire, matérielles, mais je pense aussi affectives et émotionnelles. Moi, j'ai participé à des formations où on rentrait très largement dans les émotions, les affects, et j'en suis ressorti avec beaucoup d'amitié et des personnes avec qui je pouvais me confier. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut arriver à construire dans les assemblées, c'est ce petit cocon de confiance et de partage d'émotions et d'affects. Et il me semble, j'ai noté cette question-là aussi dans notre boîte. Il y a aussi cette idée d'une échelle.
Je trouve que l'échelle de l'échange, elle est plutôt à notre taille. Quand ça devient plus grand, c'est compliqué. Et là, il y a une régulation qui se fait par les mots, mais aussi par d'autres, par des gestes, donc et il y a le maintien de l'hétérogénéité quand on est dans des petits cercles comme ça. En tout cas, c'est une hypothèse. Je vous laisse le micro. Moi, je voulais parler d'une expérience. J'ai eu la chance de terminer ma carrière dans une petite école primaire où il y avait 2 classes maternelles et 3 classes élémentaires. Et toutes les semaines, on faisait un conseil d'école. On appelait ça comme ça avec les enfants, d'élèves. Et chacun pouvait s'exprimer. Et petit à petit, les grands qui étaient grands, donc avaient le droit de parler, les petits ne s'autorisaient pas. Et au fur et à mesure de l'année scolaire, même les petits de 3 ans s'exprimaient. Et ce qui me fait penser qu'effectivement le nombre est important, et je ne comprends pas les institutions, les politiques, pourquoi on fait encore des écoles à 26 classes, 13 classes maternelles, 13 classes élémentaires, où les enfants ne se connaissent pas, les parents ne se connaissent pas, les enseignants ne connaissent que leur classe. Comment créer un climat de confiance? 26, c'est pas mal. Moi, quand j'étais au lycée, nous étions 40. Oui, en plus 26 classes, oui. Mais dans les effectifs des classes elles-mêmes, quand j'étais au lycée, nous étions dans ma classe terminale, nous étions 40. Est-ce que je peux dire juste un mot très bref? Pourquoi Oui. Allez-y, je peux juridiquement, pas vous prendre le micro, mais... il y a un obstacle juridique pour qu'on puisse prendre la parole et qu'on ait confiance dans l'Assemblée dans laquelle on prend la parole. C'était très juste ce que vous avez dit tout à l'heure, mais il y a un obstacle juridique majeur qui est que le maître enseigne et juge des résultats de son propre enseignement. C'est-à-dire qu'il est juge et partie dans cette affaire. Et devant un juge d'instruction, on ne dit pas n'importe quoi. On fait attention. Tout ce que vous dites pourra se retourner contre vous. Et donc, il y a une structure institutionnelle juridique de la classe classique, je veux dire, et dont, madame, vous venez de nous décrire le contraire par le dispositif du Conseil. Eh bien, effectivement, le dispositif de la classe classique interdit la prise de parole sans la crainte, la peur que ça se retourne contre vous, cette parole. Mais le pari, il me semble, de l'école au dehors, c'est que avec un tiers espace, il y a la possibilité d'une transversalité, d'un renversement. C'est un pari. Je sais qu'on nous presse parce qu'on a très peu de temps. Est-ce qu'il y a des demandes, des envies de nous apporter un dispositif, une démarche, une forme de prise de parole? Oui, défends tes droits. Il faut juste parler. L'ingé son, ce que... Ok, donc je me présente, je suis Ephram et je suis vice-président de la Voix lycéenne. Du coup, on est un syndicat lycéen. Et du coup, en fait, ça s'inscrit totalement dans cette démarche-là, puisque nous, notre but, c'était justement de légitimiser la parole des jeunes le plus possible, et dans l'occurrence les lycéens, qui ne se sentent pas forcément légitimes à parler, parce que c'est un monde de l'engagement, c'est un monde qu'on découvre, c'est le premier engagement de base de défendre ses droits en tant que lycéen, de les défendre que ce soit dans les instances lycéennes ou dans les instances qui sont plus démocratiques ou plus institutionnel. Et nous, à chaque fois, chaque adhérent qu'on a, il nous dit, on fait des prises de parole, on fait beaucoup d'assemblées générales pour pouvoir communiquer entre différents lycéens de la même région, et ils ne se sentent pas, la première fois, ils ne se sentent pas légitimes à parler. Parce que il y a des gens qui sont peut-être plus vieux, qui ont peut-être plus d'expérience. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole ne se sentent pas légitimes à parler. Et la première chose qu'on leur dit, c'est, si tu veux défendre tes droits, il va falloir que ouvre la bouche au bout d'un moment. Et là, en fait, ce qui était plus facile, c'est qu'on pensait tous la même chose, en assemblée générale, on pense tous la même chose, quoi qu'il en fasse. Mais le plus dur, c'est de se retrouver avec quelqu'un qui ne pense pas la même chose que vous et qui a de la contradiction. Je dis le plus dur, mais ça peut être le plus facile aussi. Parce que quand il y a quelqu'un qui a de la contradiction, vous avez forcément envie de rebondir sur ce qu'il dit. Et nous, notre rôle, en fait, on fait beaucoup de formations sur la prise de parole en public, où on essaie de faire venir quelconque intervenant sur placer sa voix, répondre à des arguments précis, et on donne de l'argumentaire pour tous les lycéens. Alors, moi, j'ai vu qu'on tend à étendre le processus pour les collégiens, et puis après pour les primaires, on verra ça plus tard, mais c'était juste pour vous faire part qu'il y a des choses qui existent et qui se forment au sein des
des élèves eux-mêmes en fait pour pouvoir prendre la parole par eux-mêmes. Il y a aussi cette piste, enfin, ce qu'on a pu observer, je pense à Nuit debout, je pense aux Gilets jaunes, où on est dans un dispositif de gens qui n'avaient pas envie de prendre la parole, qui n'avaient que juste pousser un coup de gueule, la capacité à ce qu'un endroit où on ne fait pas que parler, c'est-à-dire celui qui voulait pas parler au départ, il faisait des merguez, il construisait le truc, il commençait. Et après, c'est lui qui prenait la parole, alors qu'au départ, il voulait pas la prendre. Donc, ces dispositifs qui sont mixtes, c'est des logiques d'apprentissage, me semble-t-il, de co-construction qui seraient intéressants de dupliquer. Je voudrais bien rebondir là-dessus. Nurdine, je ne veux pas te couper la parole. Ça me fait penser avec la dame de Marseille qui est partie. Non, elle est encore là. Elle est cachée. Oh là, bon, bah, tant pis, j'y parlerai plus tard. Mais à Marseille, au niveau de la maison des arts de la rue, il y a un marché qui s'organise. C'est tout près enfin, c'est au pied des quartiers nord, des quartiers un peu difficiles de Marseille. Et il y a un marché qui s'est organisé par des associations qui font juste un marché avec des producteurs locaux. Mais en même temps, là-dessus, sont venus se greffer une association extraordinaire qui s'appelle le Bureau des Guides, le Bureau des Guides GR13, qui l'association, le collectif Les Gamards. Enfin, il y a plein de collectifs, alors beaucoup autour de l'environnement, mais pas seulement, beaucoup autour du social aussi. Ce qui fait que ça devient une agora fonctionnelle, sans en avoir le nom, sans en avoir l'aspect. Et les gens qui fréquentent ce lieu, finalement, se sentent tous légitimes. Et ça aussi, c'est important. Il faut des outils un peu techniques qui permettent à des gens de se sentir rassurés quand ils s'expriment, quel que soit l'interlocuteur. C'est un travail. Hein. C'est vrai qu'improviser une conférence comme on a fait, c'est pas forcément donné à tout le monde. Mais d'un autre côté, tous ces espaces qui permettent la rencontre de façon totalement informelle, sans avoir l'air d'être des rencontres politiques, sans avoir l'air d'être des rencontres citoyennes, sont hyper importantes pour le sentiment de légitimité, pour la capacité à s'exprimer, quel qu'on soit un gamin de 3 ans ou un adulte de 77 avec un béret. On peut aussi critiquer ça en disant que c'est un leurre. C'est-à-dire qu'on joue des choses et en fait, le plus important, c'est la prise de parole ou la formation à la prise de parole dans un lieu qui n'est pas fait pour ça. Je regarde encore Peut-être que ce côté-là. Vas-y, monsieur. Ah non, allez, oui. Où sont les femmes ? Alors, par rapport à ce que vous disiez, alors moi je suis étudiante et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une partie des étudiants qui sont extrêmement engagés. C'est impressionnant. Et l'autre partie, elle n'ose pas, elle se tait, en particulier les étudiants en sciences. Certainement parce que, vu le boulot qu'on a, des fois on se dit, on laisse ça aux autres. Et pour la réforme des retraites, pour la première fois en 4 ans que je suis à l'université de Poitiers, j'ai vu les profs se mettre à venir nous voir et à nous dire, si vous voulez manifester, allez-y. Si vous voulez venir nous parler, allez-y. Allez. Et c'était la première fois que je voyais ça. J'ai vu un contact qui s'est fait différent avec nos profs, un peu comme le disait la dame. On se met tous ensemble et on parle de ce qui ne va pas. C'est plus compliqué, je pense, à l'université, vu qu'on est énormément d'étudiants. Je crois qu'on est 30 000 à Poitiers. Mais ce que vous faites déjà au lycée, c'est super important. Il y a beaucoup de lycéens qui n'osent pas. Il y a beaucoup de collégiens qui n'osent pas. Mais il y en a aussi qui osent. Et ce que vous faites, il y en a qui le voient et qui le gardent pour eux et qui se disent ok, je parle pas, mais j'apprends. Je prends du recul. Et plus tard, peut-être qu'ils le prendront, cette parole, et vous diront ce qu'ils en pensent. Ou ils diront aux gens qui sont contre vos idées ce qu'ils en pensent. C'était un peu un bravo. Merci. Il y avait une autre proposition, réflexion. Oui, bonjour. Je suis enseignante en Ulysse collège, donc auprès d'élèves en situation de handicap. Et l'année dernière, j'ai pu mettre en place des ateliers philo, donc qui permettaient aux élèves de prendre la parole justement. Et je reviens là-dessus parce que j'ai des élèves qui sont beaucoup moins à l'aise avec ça. Et le fait de leur donner un rôle un peu autre que celui de parleur, par exemple celui d'observateur, permet aussi aux élèves d'avoir un exemple de comment on prend la parole, qu'est-ce qu'on peut dire. Et dans les ateliers philo, on pouvait tout dire d'ailleurs. Ce qui fait que certains élèves ont commencé par observer avant ensuite de prendre le rôle de parlant, de sujet parlant. Et on a vu une vraie évolution chez certains élèves.
Voilà, le fait de pouvoir observer, d'avoir des lieux où on voit d'autres gens prendre la parole, on écoute, ça permet aussi de prendre confiance en soi et d'oser prendre la parole par la suite. Je vais réagir à 2-3 questions qui ont eu... Il faut aller très vite parce que la régie va nous prendre la parole. D'accord. Ouais. Je vous prends la parole puisque les... Eh bien, nous disons non et nous gardons la parole. C'est la parole aux prochains intervenants qui sont censés... On les invite. Ça commence dans 2 minutes. Ok. Alors Désolé. Ouais. c'est la technique qui a toujours raison. Hein. Non, pour seulement parler des lycéens, il faut que je fasse part de cette expérience que je conduis à Montpellier, des cours dehors qui amènent justement des lycéens sur l'espace public. Un exemple, ce sont les dernières modalités de nos cours dehors. Au moment de l'oral du bac, conduire 5 élèves sur un parcours dans la ville, chacun à un endroit, une place, toujours les endroits les plus passants. L'élève nous fait au micro, à un public averti, puis prévenu, et puis celui qui s'ajoutera en passant, ces badauds qu'on réussit à arrêter. Et chaque élève fait l'exposé du texte qu'il a choisi. Si c'est un spécial oral du bac, ce sera 5 lycéens qui vont présenter un texte, un livre, qui pourrait avoir à défendre, et c'est pour ça, d'où l'importance et l'intérêt de l'exercice, qui pourrait avoir à défendre devant un jury. Le public devient jury et l'élève vient ici, dans cet exercice, se charger de confiance. Et ce que je vois, parce qu'on en est à une multitude de rencontres dans ce genre, quand c'est pas l'oral du bac, le grand oral qui viennent défendre ou parfois des étudiants qui viennent présenter des mémoires avant leur soutenance, toujours dans un mode déambulation où un public suit ce trajet dans la ville ou dans un quartier populaire pour aller de place en place. Ce que je vois, moi, c'est vis-à-vis des lycéens, c'est aussitôt un public comprendre qu'il est devant une chance, aussi lycéen soit-il, de se voir informé, renseigné sur un auteur qu'il ne connaissait pas, se voir instruit sur une question ou informé sur une autre. Ça ne tergiverse pas. Dans l'action, ces choses-là opèrent aussitôt. D'ailleurs, c'est peut-être tout à l'heure, j'allais vouloir ajouter une nuance pour pas qu'on trouve trop simple d'aller sur la place publique. On n'y va pas tous sous le couvert d'une association ou avec la Libye d'une structure qui, à elle seule, vient expliquer les choses et vous autoriser tout. Quand on y va vraiment en citoyen, c'est autrement plus compliqué. Pendant 10 ans, il s'agissait, alors que j'étais pas du tout, et je suis toujours pas en difficulté avec les gouvernants de ma ville, il s'agissait malgré tout de prendre en compte un contentieux entre des habitants et des gouvernants et une ville. On peut se fâcher quand on est dans un quartier populaire avec sa ville. Et il s'agit d'y aller sans moyens, ces moyens qui vous obligent à estampiller votre action d'un logo qui serait celui de la mairie, du conseil général, etc. Il s'agit, quand on veut conduire l'expérience jusqu'au sens et peut-être au tableau le plus grec, c'est moins compliqué, c'est moins simple que ce qu'on croit. Et en même temps, je pensais qu'il vaut mieux ignorer tout ça et y aller en toute naïveté. Je crois que c'est le mieux. En fait, que je ne devrais pas vous renseigner sur ces difficultés-là. Il faut que les gens, le peuple, les citoyens y aillent sûr du bien fondé, d'aller prendre la parole sur l'espace public. C'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui nous a protégés et épargnés que l'on nous trouve ou qu'on nous devine ou que l'on nous prête des arrière-pensées. C'est qu'on y est allé en toute naïveté. Voilà, je vous invite à y aller de la même manière, sûr du bien fondé de la démarche. Bon, merci. Je propose qu'on arrête là en remerciant, vous remerciant tous les deux, en vous remerciant aussi vous. On a eu une petite demi-heure et comme on a quand même eu une éducation et qu'il y a une forme d'urbanité entre nous, on ne garde pas cette parole qu'on a prise. Je voulais juste vous signaler que j'avais laissé une place là-bas. C'était pour le non-humain. Et c'est une question qu'on n'a pas évoquée. Donc moi, je fais ça avec les étudiants. Quand on discute d'une question sur l'espace public, je laisse un siège vide et je dis c'est pour le non-humain.
Voilà, non, mais je ne sais pas, moi, parler avec le non-humain. Donc, ce sera peut-être une autre table ronde. Merci à toutes et à tous. Et on prie nos collègues et animateurs de la prochaine table ronde de bien vouloir nous excuser.